À Louis Collet, dimanche 4 heures, Croisset, 27 mars 1853. L'impression que te font mes notes de voyage m'a fait faire d'étranges réflexions, chère muse, sur le cœur des hommes et sur celui des femmes. Décidément, ce n'est pas le même, on a beau dire. De notre côté est la franchise, sinon la délicatesse. Et nous avons tort pourtant, car cette franchise est une dureté. Si j'avais omis d'écrire mes impressions féminines, rien ne t'eût blessé. Les femmes gardent tout dans leur sac, elles. On n'en tire jamais une confidence entière. Le plus qu'elles font, c'est de laisser deviner. Et quand elles vous racontent les choses, c'est avec une telle sauce que la viande en disparaît. Mais nous, pour 2 ou 3 méchants coups tirés, et où le cœur même n'était pas, voilà le leur qui gémit. Étrange, étrange. Moi, je me casse la tête à comprendre tout cela, et j'y ai pourtant bien réfléchi dans ma vie. Enfin, je parle ici à ton cerveau, chère et bonne femme. Pourquoi ce petit monopole du sentiment ? Tu es jalouse du sable où j'ai posé mes pieds, sans qu'il m'en soit entré un grain dans la peau, tandis que je porte au cœur une large entaille que tu y as faite. Tu aurais voulu que ton nom revînt plus souvent sous ma plume. Mais remarque que je n'ai pas écrit une seule réflexion. Je formulais seulement de la façon la plus courte l'indispensable, c'est-à-dire la sensation, et non le rêve, ni la pensée. Eh bien, rassure-toi, j'ai pensé souvent à toi. Souvent, très souvent. Si, avant de partir, je n'ai pas été te dire adieu, c'est que j'avais déjà du sentiment par-dessus les oreilles. Il m'était resté de toi une grande aigreur. Tu m'avais longuement irrité. J'aimais mieux ne pas te revoir, quoique j'en eus eu maintes fois envie. La chair m'appelait, mais les nerfs me retenaient. Et il sortait de tout cela une tendresse qui, s'alimentant par le souvenir, n'avait pas besoin d'épanchement. Je m'étais promis de m'abstenir de toi, tant j'avais éprouvé à ton endroit de sentiments violents et incompatibles entre eux. La bataille était trop bruyante. J'avais déserté la place, c'est-à-dire j'avais enfermé sous clé tout cela, pour ne plus en entendre parler. Et je regardais seulement de temps à autre ta chère image, ta belle et bonne figure, par une lucarne de mon cœur restée ouverte. Et puis, j'ai toujours détesté les choses solennelles. Nos adieux l'eussent été. Je suis superstitieux là-dessus. Jamais avant d'aller en duel, si j'y vais, je ne ferai mon testament. Tous ces actes sérieux portent malheur. Ils sentent d'ailleurs la draperie. J'en ai eu à la fois peur et ennui. Donc, quand j'ai eu quitté ma mère, j'ai pris de suite mon rôle de voyageur. Tout était quitté, j'étais parti. Alors, pendant 4 à 5 jours à Paris, je me suis foutu une bosse comme un matelot. Et quand la France a disparu à mes yeux, derrière les îles d'hier, j'étais moins ému et moins pensant que les planches du bateau qui me portaient. Voilà la psychologie de mon départ. Je ne l'excuse pas, je l'explique. J'ai vu des danseuses dont le corps se balançait avec la régularité ou la furie insensible d'un palmier. À quoi tient donc la majesté de leur forme ? D'où résulte-t-elle ? De l'absence peut-être de toute passion. Ils ont cette beauté des taureaux qui ruminent, des lévriers qui courent, des aigles qui planent. Le sentiment de la fatalité qui les remplit, la conviction du néant de l'homme donne ainsi à leurs actions, à leur pose, à leur regard, un caractère grandiose et résigné. Les vêtements lâches et se prêtant à tous les gestes sont toujours en rapport avec les fonctions de l'individu par la ligne, avec le ciel par la couleur, etc. Et puis le soleil, et un immense ennui qui dévore tout. Quand je ferai de la poésie orientale, car moi aussi j'en ferai, puisque c'est de mode et que tout le monde en fait, c'est là ce que je tâcherai de mettre en relief. On a compris jusqu'à présent l'Orient comme quelque chose de miroitant, de hurlant, de passionné, de heurté. On n'y a vu que des bayadères et des sabres recourbés, le fanatisme, la volupté, etc. En un mot, on en reste encore à Byron. Moi, je l'ai senti différemment. Ce que j'aime au contraire dans l'Orient, c'est cette grandeur qui s'ignore et cette harmonie de choses disparates. Je me rappelle un baigneur qui avait au bras gauche un bracelet d'argent et à l'autre un vésicatoire. Voilà l'Orient vrai et partant poétique. Des gredins en haillons
galonné et tout couvert de vermine. Laissez donc la vermine, elle fait au soleil des arabesques d'or. Tu me dis que les punaises de Kouchoukanem te la dégradent. Mais c'est là, moi, ce qui m'enchantait. Leur odeur nauséabonde se mêlait au parfum de sa peau ruisselante de santal. Je veux qu'il y ait une amertume à tout, un éternel coup de sifflet au milieu de nos triomphes, et que la désolation même soit dans l'enthousiasme. Cela me rappelle Jaffa, où, en entrant, je humais à la fois l'odeur des citronniers et celle des cadavres. Le cimetière défoncé laissait voir les squelettes à demi pourris, tandis que les arbustes verts balançaient au-dessus de nos têtes leurs fruits dorés. Ne sens-tu pas combien cette poésie est complète, que c'est la grande synthèse? Tous les appétits de l'imagination et de la pensée y sont assouvis à la fois. Elle ne laisse rien derrière elle. Mais les gens de goût, les gens à enjolivement, à purification, à illusion, ceux qui font des manuels d'anatomie pour les dames, de la science à la portée de tous, du sentiment coquet et de l'art aimable, changent, grattent, enlèvent. Ils se prétendent classiques, les malheureux. Ah, que je voudrais être savant et que je ferais un beau livre sous ce titre de l'interprétation de l'Antiquité. Car je suis sûr d'être dans la tradition. Ce que j'y mets de plus, c'est le sentiment moderne. Et encore une fois, les anciens ne connaissaient pas ce prétendu genre noble. Il n'y avait pas pour eux de choses que l'on ne puisse dire. Dans Aristophane, on chie sur la scène. Dans l'Ajax de Sophocle, le sang des animaux égorgés ruisselle autour d'Ajax qui pleure. Et quand je songe qu'on a regardé Racine comme hardi pour avoir mis des chiens, bon, il est vrai qu'il les avait relevés par dévorant. Donc, cherchons à voir les choses comme elles sont et ne voulons pas avoir plus d'esprit que le bon Dieu. Autrefois, on croyait que la canne à sucre seule donnait le sucre. On en tire à peu près de tout maintenant. Il en est de même de la poésie. Extrayons-la de n'importe quoi, car elle gîte en tout et partout. Pas un atome de matière qui ne contienne la pensée. Et habituons-nous à considérer le monde comme une œuvre d'art dont il faut reproduire les procédés dans nos œuvres. J'en reviens à Kouchouk. C'est nous qui pensons à elle. Mais elle ne pense guère à nous. Nous faisons de l'esthétique sur son compte. Tandis que ce fameux voyageur si intéressant, qui a eu les honneurs de sa couche, est complètement parti de son souvenir, comme bien d'autres. Ah, cela rend modeste de voyager. On voit quelle petite place on occupe dans le monde. Nous relisons du Ronsard, et nous nous enthousiasmons de plus belle. À quelques jours, nous en ferons une édition. Cette idée qui est de Bouillet me sourit fort. Il y a 100 belles choses, 1000, 100 000, dans les poésies complètes de Ronsard, qu'il faut faire connaître. Et puis, j'éprouve le besoin de le lire et relire dans une édition commode. J'y ferai une préface. Avec celle que j'écrirai pour la Mélanis et le conte chinois réunis en un volume, et de plus celle de mon dictionnaire des idées reçues, je pourrai à peu près dégoiser là ce que j'ai sur la conscience d'idées critiques. Cela me fera du bien et m'empêchera vis-à-vis de moi-même de jamais saisir aucun prétexte pour faire de la polémique. Dans la préface du Ronsard, je dirai l'histoire du sentiment poétique en France, avec l'exposé de ce que l'on entend par là dans notre pays, la mesure qu'il lui en faut, la petite monnaie dont il a besoin. On n'a nulle imagination en France. Si l'on veut faire passer la poésie, il faut être assez habile pour la déguiser. Puis, dans la préface du livre de Bouillet, je reprendrai cette idée, ou plutôt je la continuerai, et je montrerai comment un poème épique est encore possible, si l'on veut se débarrasser de toute intention d'en faire un. Le tout terminé par quelques considérations sur ce que peut être la littérature de l'avenir. Moi, plus je sens de difficultés à écrire, et plus mon audace grandit. C'est là ce qui me préserve du pédantisme, où je tomberai sans doute. J'ai des plans d'œuvre pour jusqu'au bout de ma vie, et s'il m'arrive quelquefois des moments âcres qui me font presque crier de rage, tant je sens mon impuissance et ma faiblesse, il y en a d'autres aussi où j'ai peine à me contenir de joie. Quelque chose de profond et d'extra-voluptueux déborde de moi à jet précipité, comme une éjaculation de l'âme. Je me sens transporté et tout enivré de ma propre pensée, comme s'il m'arrivait par un soupirail intérieur une bouffée de parfum chaud.
Je n'irai jamais bien loin, je sais tout ce qui me manque. Mais la tâche que j'entreprends sera exécutée par un autre. J'aurais mis sur la voie quelqu'un de mieux doué et de plus né. Vouloir donner à la prose le rythme du vers, en la laissant prose et très prose, et écrire la vie ordinaire comme on écrit l'histoire ou l'épopée, sans dénaturer le sujet, est peut-être une absurdité. Voilà ce que je me demande parfois. Mais c'est peut-être aussi une grande tentative et très originale. Je sens bien en quoi je faille. Ah, si j'avais 15 ans. N'importe, j'aurais toujours valu quelque chose par mon entêtement. Et puis, qui sait, peut-être trouverai-je un jour un bon motif, un air complètement dans ma voix, ni au-dessus, ni au-dessous. Enfin, j'aurais toujours passé ma vie d'une noble manière et souvent délicieuse. Il y a un mot de La Bruyère auquel je me tiens. Un bon auteur croit écrire raisonnablement. C'est là ce que je demande, écrire raisonnablement. Et c'est déjà bien de l'ambition. Néanmoins, il y a une chose triste. C'est de voir combien les grands hommes arrivent aisément à l'effet en dehors de l'art même. Quoi de plus mal bâti que bien des choses de Rabelais, Cervantes, Molière et d'Hugo. Mais quel coup de poing subite! Quelle puissance dans un seul mot! Nous, il faut entasser l'un sur l'autre un tas de petits cailloux pour faire nos pyramides qui ne vont pas à la 100e partie des leurs, lesquels sont d'un seul bloc. Mais vouloir imiter les procédés de ces génies-là, ce serait se perdre. Ils sont grands, au contraire, parce qu'ils n'ont pas de procédés. Hugo en a beaucoup, c'est là ce qui le diminue. Il n'est pas varié. Il est constitué plus en hauteur qu'en étendue. Comme je bavarde ce soir. Oh, il faut que je m'arrête pourtant. Et puis, j'ai peur de t'assommer, car il me semble que je répète toujours les mêmes choses. Moi aussi, je ne suis pas varié. Mais de quoi causer, si ce n'est de notre cher souci? Tu me parles des chauves-souris d'Égypte, qui, à travers leurs ailes grises, laissent voir l'azur du ciel. Faisons donc comme je faisais. À travers les hideurs de l'existence, contemplons toujours le grand bleu de la poésie, qui est au-dessus et qui reste en place, tandis que tout change et tout passe. Adieu, 1000 bons baisers. À toi, et encore à toi, ton G.